C'est curieux comme un nom écorché peut estropier l'histoire. Il y a souvent des morts qui sont écorchés vifs. Parfois, ils sont écorchés morts. Par un mauvais copiste, un éditeur fatigué, un paléographe vieillissant. Alors on les oublie, on ne sait plus. Une faute d'inattention, une faute de rien du tout, et puis plus rien du tout. Les écorchés du XVIe siècle sont légion, et par définition ils sont nombreux à sommeiller, méconnaissables, sous leur méchant déguisement, l'armée des zombies paléographiques. Le lapidaire Montluel, de l'histoire des martyrs, est en réalité l'orfèvre Olivier de Montaut, mort assassiné. Le Jean Ferrier, de Pierre de l'Étoile, est en réalité le colonel Jean Dupérier, insigne massacreur. Parmi tous les éclopés du texte, il faut faire une place de choix au massacreur Claude Chenet, insaisissable grâce aux méandreuses graphies de son nom. On l'écrit tantôt Claude Chave, tantôt Chanet. Sur son contrat de mariage, il est Chassenet, comme il l'est dans la plainte d'une certaine Marie Bocquet à son encontre. On l'épelle ici Chassenet, là Chassne, ailleurs Chesnay, Chanet, Chan. Cette hyperlaxie patronymique lui a permis de n'être jamais identifié comme l'un des tueurs en chef de la Saint-Barthélemy. Autant de graphies, autant d'acteurs, autant de coupables. À croire qu'il a lui-même brouillé les pistes. Je suis Jérémy Foa et vous écoutez Les Voix de la Saint-Barthélemy, un podcast du musée protestant et Regard protestant. Épisode 4. Leur butin et leur bottin. Les registres d'écrou de la conciergerie nous donnent les dates d'arrestation et l'identité des prisonniers. Mais ça ne s'arrête pas là. En face du nom de la personne incarcérée, on a le motif de son emprisonnement et, précieux indice, le nom de celui qui l'a interpellé puis mis au cachot. On peut alors observer les massacreurs à l'entraînement. Ouvrons le registre. Les comptes sont implacables. 3 hommes sont à l'origine de la moitié des 504 emprisonnements pour hérésie à la conciergerie entre octobre 1567 et août 1570. 3 hommes. Leurs noms : Thomas Croisier, Claude Chenet, Nicolas Pezou. Enseigne, sergent, capitaine. Croisier est responsable à minima de 110 arrestations, dont 72 tout seul. Derrière l'émiettement de ces signifiants nominaux, Claude Chenet est lui aussi un bloc de catholicisme zélé. L'homme est jusqu'à présent passé inaperçu, notamment parce que dans les registres de la conciergerie, il est indiqué sous le nom de Claude Chave ou Chamet. Toujours disponible pour une virée punitive, Chenet est capitaine dans la milice. Il opère sa première interpellation le 21 février 1568 et jusqu'en 1570, il est responsable de 62 arrestations de protestants, dont 23 seuls. Mais le plus souvent, il est accompagné de Thomas Croisier ou de Nicolas Pezou. C'est un stakhanoviste du harcèlement huguenot qui ne s'arrête que pour coudre et dormir quelques heures. Car au civil, Claude Chenet est brodeur, fils de brodeur. Il habite rue de la Savonnerie, mais l'hôtel familial est situé sur le pont Notre-Dame en cœur de Seine. Comme presque tous les autres tueurs, c'est un paroissien de Saint-Jacques de la Boucherie. Et comme beaucoup en ce fief de Saint-Germain-l'Auxerrois, il est client d'église. Sous tous les prétextes, entre 1567 et 1570, avoir mangé des œufs en carême, chanter les psaumes ou enseigner aux enfants, Chenet et ses confrères interpellent les huguenots, les jettent en prison pour plusieurs mois. Presque toujours, ils en profitent pour leur extorquer de l'argent, des chevaux, des armes, que les gens gelés ne recouvrent jamais. Je vis catholiquement, selon les saintes traditions et constitutions de l'Église apostolique et romaine. Néanmoins, sous prétexte que mon premier mari, paix à son âme, était de la dite prétendue nouvelle opinion, Claude Chenet, sans aucune plainte de mes voisins, ni autre information, m'a enjolé dans les cachots du Châtelet. Je vous supplie d'ordonner que me soient rendues les perles et les bagues qui m'ont été prises au moment de mon incarcération. Le racket s'opère en toute légalité, respectant des formalités administratives. Les hommes n'hésitent pas à signer des reçus pour les objets qu'ils gardent à l'issue des arrestations. Claude Chenet en délivre un pour une caisse saisie en février, chez le huguenot Blaise de Madronnet, rue des Fossés Saint-Germain, et qu'il conserve chez lui, en attendant l'issue du procès. Ces reçus rassurent les victimes sans engager leur signataire. Une fois morts, les plaignants ne viendront plus réclamer les biens séquestrés. Que dit cette supplique ? Voyons cela. Elle se défend d'être de la dite prétendue nouvelle opinion ? Mensonge que tout ceci. Elle est une huguenote, rien de plus certain.
Elle requiert d'être remise en possession de ses bijoux et de ses bagues. Le reçu prouve ma bonne foi. Je les ai en bonne garde. L'instant sacré ne tardera pas où la vérité sur l'entière nature de son hérésie verra le jour. En attendant, elle prend bonne place dans ma liste parmi ses coreligionnaires protestants. Mais là n'est pas le vrai trésor de guerre. Ce qu'on acquiert avant tout à force d'arrestation, c'est un savoir fort précieux lors du Grand Soir. Le nom et l'adresse des Huguenots parisiens. Entre 1567 et 1570, comme ses collègues et amis de la milice, Claude Chenet se fait la main en multipliant les arrestations. En conduisant les Huguenots aux prisons, non seulement il acquiert un savoir-faire, appréhender les individus, mais il emmagasine surtout, en plus des bagues et des deniers, le nom, l'adresse et le visage de ses victimes. Là encore, il y a continuité entre ses heures d'entraînement à la conciergerie et le grand soir du 24 août. Les compétences des tueurs sont policières. Elles relèvent à la fois du tour de main, appréhender les suspects, et du renseignement, localiser les hérétiques. Que le massacre n'ait pas été prémédité est un fait aujourd'hui accepté. Que les hommes responsables des massacres se soient longuement entraînés doit en revanche être établi. Vous l'avez entendu quand nous avons visité la maison à la porte rouge de la vallée de Misère. Croisier est une armée à lui tout seul. La Saint-Barthélemy est l'aboutissement d'un spectacle qu'on répétait sans savoir qu'il se jouerait, mais dans l'espoir qu'il se donnerait. Le savoir-faire des tueurs n'a pas surgi sur un coup de tête, dans la chaleur d'une nuit d'été. Il y a continuité entre pratiques ordinaires et gestes de violence. Croisier et ses compagnons ont inlassablement répété les gestes qu'ils exécutent avec une impitoyable minutie le soir des tueries. Leur butin est un bottin, l'annuaire du protestantisme parisien. Fin connaisseurs de la géographie fragmentée du Paris protestant, détenteurs d'informations indispensables à la mise à mort des voisins par leurs voisins, eux seuls savent où frapper. Sans eux, pas de massacre. Très vite, ils ont pu, grâce au charisme durement acquis dans les rues de la capitale, mobiliser leurs amis, leurs collègues, fidèles ou gros bras prêts à tous les coups tordus. Ils sont l'étincelle du pogrom. Vous connaissez déjà Croisier et Chenet. Rencontrons maintenant celui qui s'intercale entre eux à la 2e place du triste classement de la conciergerie, Nicolas Pezou. Comme les autres miliciens, Pezou n'est pas un soldat professionnel. C'est un bon bourgeois, d'abord mercier puis petit financier. En 1572, il est trésorier des gardes du roi. Son père était marchand de vin, son beau-père tailleur de la monnaie. Pezou s'entraîne dur. Entre 1567 et 1570, d'abord comme enseigne puis comme capitaine, il est à l'origine d'au moins 92 incarcérations de Huguenots à la conciergerie. Derrière Croisier, il a le rendement le plus élevé de la milice. La plupart du temps, il opère seul, à 61 reprises. Sinon, il travaille avec Croisier, Cancien de Lestre ou Claude Chenet. À l'instar de nombre de massacreurs, Croisier inclus, Pezou est l'un des 16 porteurs de la chasse Sainte-Geneviève. Il a l'honneur de porter le tombeau qui contient les reliques de la sainte patronne des Parisiens. Triés sur le volet, recommandés par leur père et forcément parisiens de souche, les confrères doivent assister à la descente de la chasse les jours de procession et la porter sur le parcours jusqu'à Notre-Dame, revêtue d'un linge blanc et pieds nus. Au retour, il traverse la place Maubert, puis serpente par la rue Galande et celle de la montagne Sainte-Geneviève. Les processions sont exceptionnelles en principe, elles n'adviennent que pour calmer les catastrophes, qu'il s'agisse de guerre, de maladie ou de sécheresse. Mais elles se multiplient avec les guerres de religion jusqu'à celle du 4 septembre 1572, en action de grâce de la défaite des Huguenots. La ville entière y participe. En outre, tous les dimanches matins, les confrères assistent à la messe à Sainte-Geneviève. Seigneur, protégez-nous du mal. La confrérie des porteurs est l'un des QG du massacre. Dans la chaleur des rituels religieux, dans la chapelle qui leur est réservée au gré des processions, des enterrements ou des offices, les confrères se forgent de solides réseaux d'amis, de fidèles et de clients qui seront utiles pour le grand soir. Messieurs, l'évêque de Paris a tranché. La date de la procession est connue. Il faut en informer les autres membres de la confrérie des porteurs de la chasse de Sainte-Geneviève. Rendons grâce à Dieu et à notre sainte patronne. Le tout Paris catholique sera présent. Cela s'annonce grandiose. Le triomphe de la foi apostolique et romaine.
même les mauvais paroissiens s'inclineront sur notre chemin. Sous les voûtes de cette chapelle sacrée, je vous le dis, croisier, notre foi aura raison de tous nos maux. Nous savons fort bien à qui une grande partie de nos plaies béantes sont imputables, Pesou. Dieu m'en soit témoin. Nous sommes un rempart contre leurs idées immondes qui se répandent comme la pestilence, Chenet. J'entends d'ici peu montrer à ces parpaillots de malheur le sens de notre dévotion. Messieurs, prosternons-nous. Par leur robe, qui leur sert souvent de suaire, et grâce au contact régulier qu'ils ont avec les reliques de Sainte Geneviève, les porteurs acquièrent un pouvoir quasi sacerdotal qui les approche de Dieu et les rassure sur leur salut personnel. Ce n'est pas vrai d'un strict point de vue théologique, mais qui s'en soucie? Ils jouent pour beaucoup de paroissiens un rôle de médiateur avec le sacré. Du reste, effectuant leurs arrestations à la clameur du peuple, ils développent aussi dans la rue une domination de type charismatique qui leur permet de mobiliser rapidement des fidèles le moment venu. Pesou a des hommes sous ses ordres, mais il y a tous les autres, ceux qui l'admirent ou le redoutent. Il est connu comme le loup blanc et lui connaît par cœur les visages et les adresses des mauvais paroissiens, savoir indispensable à l'heure du sang. Il sait qui assiste à la messe et qui n'y va pas, qui a quitté Paris durant les troubles. Sans lui, sans son expertise sur la ville et la géographie du protestantisme, pas de massacre. Ce qu'il sait ne s'enseigne pas, se délègue mal. C'est un capital incorporé à force de travail, de zèle, acquis avec le temps. Pesou et ses collègues sont capables d'identifier un protestant dans la rue. Inestimable compétence car, par malheur, rien qui ne ressemble plus à un catholique qu'un calviniste. Autre QG des massacreurs, la vallée de Misère. Nous y avons déjà fait un tour. Je vous y présente un dernier massacreur, Jean Tanchou. Lui aussi est actif pendant les guerres civiles et le sera bientôt dans le massacre. Jean Tanchou est lieutenant criminel. Ancien capitaine de la milice, connu pour son engagement anti-huguenot et son tempérament violent, en charge de la capture des délinquants et des criminels dans la prévôté de Paris, redouté pour ses 12 archers, c'est un personnage de Dumas. Supervisant l'ordre à Paris à l'été 1572, il a l'habitude des prisons, il connaît bien les protestants de la capitale et dispose d'un dense réseau de fidèles, gros bras et petites mains. Triez le bon grain de livret, ce sont là de justes paroles dans ta bouche, Pesou. Ils ont beau faire catholique, la main sur le cœur, je vous l'affirme, Tanchou. Rien ne peut entraver l'accomplissement du grand livre. Plaise à Dieu, cher compagnon. Désormais, tenons-nous prêts et agissons en bons catholiques. Notre Seigneur nous l'ordonne. Nous savons qui ils sont et où ils vivent. La vallée de Misère en est infestée. Insigne et, devant le Très-Haut, je le jure, je ne donne pas cher de leurs vilaines âmes. La vallée est un repère de massacreurs. Il ne s'agit pas d'insinuer qu'il y a des lieux qui prédisposent au crime, mais plutôt de remarquer la rente de situation qu'offre une telle adresse à ceux qui veulent se débarrasser sans effort des corps de leurs voisins. Sur le plan symbolique, le fleuve est signe de pureté. La noyade annonce les châtiments infernaux. Mais il y a aussi toute une pragmatique du massacre, des conditions topographiques favorables que dévoilent les archives. Le 23 août au soir, les tueurs sont prêts. À l'évidence, ils poursuivent un rêve religieux, s'appuient sur des croyances, des représentations déshumanisantes de l'ennemi, horizon paradisiaque et rêve apocalyptique, mais aussi sur une expérience, un habitus policier actualisé par une situation d'extermination au cadre identique ou presque à ceux des heures d'entraînement. Mêmes suspects, mêmes hommes de la milice habitués à travailler main dans la main, à imiter les collègues, à suivre et à être suivis. Du XVIe au XXe siècle, chroniqueurs et historiens se sont évertués à faire de Catherine de Médicis et de son fils les uniques responsables des tueries. Or, à trop brosser ce portrait à charge, l'historiographie a négligé cette condition sine qua non du massacre. Le roi est bien incapable de reconnaître un protestant, impuissant à le dénicher à son adresse, et on dirait de même des ducs de Guise, d'Anjou ou d'Alençon. Les techniques d'identification des suspects sont en effet très peu objectivées, rarement extériorisées. Il y a des listes, bien sûr, mais à quoi bon un patronyme jeté sur le papier à qui ne sait y faire correspondre un visage? Le massacre engage un régime corporel d'identification. Autrement dit, il repose sur des informations indétachables des corps, la taille, les traits, les cheveux ou autres signes distinctifs de l'identifié. La faute colle littéralement à la peau du coupable. Impossible de s'en défaire sinon à s'arracher les yeux.
Impossible également d'esquiver la mémoire visuelle des identificateurs. Le regard des tueurs, ça ne s'apprend pas. Chenet, Croisier, Pezou, Tanchot et les autres ont l'œil, comme nous l'entendrons dans le prochain épisode. Vous venez d'écouter Les Voix de la Saint-Barthélemy, un podcast du Musée protestant et Regard protestant. Texte écrit et dit par Jérémy Foa. Adaptation et réalisation Antoine Gouritin. Dialogue Olivier Kéraval. Musique originale Emmanuel Lévy. Prise de son Franck Martin et Emmanuel Lévy. Sound design et mixage Franck Martin. Avec les voix de Arnaud Leridan, Meryl Roche, Wilfried Roche Maestroni, Audrey Rousseau et Emmanuel Lévy. Visuel Fortifem. Un grand merci à Jérémy Kleiss, Martine Grenier, Nicolas Dalens, Delphine Ribouchon, Philippe Hamon, Corentin Lemonnier, Annelise Caron, Émilie Lemonnier, Quentin Sondag. Les Voix de la Saint-Barthélemy est un podcast du Musée protestant et Regard protestant. Adapté du livre Tout ce qui tombe, visage du massacre de la Saint-Barthélemy, publié aux éditions La Découverte. Une version poche avec postface inédite est publiée en septembre 2024. Vous y découvrirez d'autres visages de la Saint-Barthélemy à Paris, mais aussi à Rouen, à Toulouse et à Lyon. Retrouvez les autres épisodes ainsi que les coulisses de la production sur regardprotestant.com, muséeprotestant.org et dans votre application de podcast favorite. La semaine prochaine, dans Les Voix de la Saint-Barthélemy. L'heure est venue d'obtenir justice contre les mécréants. Depuis trop longtemps, ils nous trompent avec leur prétendue religion. S'il y a si peu de résistance, au fond, c'est que tout débute par une clochette qui tinte et que ce sont des voisins derrière la porte. Ma chère femme, prends grand soin de nos enfants. Je serai de retour promptement. Saint-Magloire n'est qu'à quelques pas. J'y ai pour ainsi dire mes habitudes. Je ne suis pas mort. Je vous prie, sauvez ma vie.